Bienvenue dans cette émission. Nous allons bientôt baisser le rideau de 2023. Eh bien, c'est l'occasion de revenir sur quelques-uns des événements qui ont marqué cette année. Et puis, on essaiera aussi de se projeter sur quelques-uns des événements qui vont marquer l'année qui vient, c'est-à-dire l'année 2024, avec Joséphine Colmans-Berger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire de Plaisir, vous êtes vice-présidente de Saint-Quentin-en-Yvelines et vice-présidente aussi du conseil départemental, en charge notamment de la culture. Et merci d'être avec nous, parce qu'on va parler notamment d'un événement qui vous a beaucoup marqué. Ce sont les émeutes qui ont eu lieu à la fin du mois de juin et au mois de juillet. Véronique Jérôme, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Vous êtes maître de conférence en sciences économiques Sciences de gestion et docteur en sciences de gestion, pardon, à l'université de Saclay. Il y a aussi beaucoup de problèmes économiques qui se sont posés cette année et dont on ne sait pas. Je pense par exemple à l'inflation, s'ils vont continuer ou pas l'année prochaine. Geoffrey Meyer, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes avocat au barreau de Versailles. Absolument. Et Jean-Charles Lajoigny, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur. Bonjour à tous. On dira peut-être un mot à la fin de l'émission de La Bête des Vosges. Avec plaisir. Une de vos dernières publications qui est écrite notamment par Danielle Thierry. Danielle Thierry était la première femme commissaire de police. Commissaire divisionnaire. Divisionnaire. Femme commissaire divisionnaire, prix du Quai des Orfèvres. Absolument. Voilà. Et là, oui, c'est sur La Bête des Vosges. On en reparlera tout à l'heure. Alors, on va revenir sur un certain nombre d'événements de l'année, mais le dernier de ces événements, c'est quand même la loi qui vient d'être votée, la loi immigration. Et Joséphine Colmans-Berger, justement, je voudrais bien avoir votre point de vue. Alors, il y a deux façons d'aborder cette loi. Il y a la gauche qui dit c'est une honte, c'est une trahison. Le Rassemblement national qui dit c'est notre victoire idéologique. Et puis, au milieu, Emmanuel Macron qui s'est exprimé hier, dit non, c'est du en même temps. On favorise l'immigration du travail, mais on est plus sévère face, par exemple, à la délinquance des immigrés, des OQTF. Vous qui êtes dans une maire d'une ville où il y a de l'immigration, par d'immigration. D'une part, est-ce qu'un texte, à votre avis, était nécessaire? Est-ce qu'il y a des mesures qu'il faut prendre? Et quel est un peu le sentiment de votre population, si vous pouvez l'exprimer? Qu'il y ait besoin d'un texte et des réglementations, certainement. Je pense que ça, c'était attendu. Après, la méthode ne m'a pas vraiment convaincue, on va dire. Les uns et les autres, on s'est rendu compte que on est un petit peu dans le mode de fonctionnement de notre président, c'est-à-dire on ne sait pas très bien où on va. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement ni de droite ni de gauche, donc c'est une espèce une Macédoine un peu compliquée, on a du mal à comprendre. Pour revenir à la population plaisiroise, moi j'ai effectivement un quartier en politique de la ville avec 40 ethnies différentes. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, il y a des inquiétudes par rapport à certaines choses qui sont en train de se mettre en place et qui vont certainement perturber le quotidien des personnes qui sont là, puisqu'on a des personnes qui sont tout à fait dans la réglementation, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et c'est vrai qu'il y a des fortes inquiétudes. Pour le moment, je n'ai pas de retour, je dirais, direct de personnes qui viennent me voir en me disant « Madame le maire, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais être remis à la frontière ?» Oui. J'ai pas ça, mais c'est à nous, moi, et puis les élus, de faire la démarche auprès d'eux pour justement leur expliquer les choses et puis peut-être aussi les rassurer. Parce que même si on a besoin de gérer ce sujet-là, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est de voir que des personnes sont déjà sur le territoire et qu'il y a des personnes, qui sont intégrées ou qui commencent à s'intégrer. Donc il y a tout ça à regarder. C'est pas aussi binaire que ça. Donc aujourd'hui, même nous, les élus, on a du mal à comprendre de ce qui se passe. C'est compliqué. Moi, je suis assez, étonné de ces accords, de ces désaccords, de ces alliances, de ces mésalliances qu'il y a eu. Je comprends plus très bien les LR, la gauche, le Front National, chacun tire la couverture à soi. On est vraiment, par le biais de cette loi, on est vraiment dans ce mélange incompréhensible aujourd'hui qui fait partie de cette politique qui est la nôtre et qui est tenue par le gouvernement. Moi, je le dis. Oui. C'est très, très compliqué en tant que citoyenne, mais aussi en tant qu'élue aujourd'hui, de mettre en application et en compréhension à la population ce qui se passe. C'est très, très compliqué, même s'il y avait des choses à faire. Mais c'est d'ailleurs un problème très complexe
j'ai l'impression qu'on le traite de manière très passionnelle en France, alors que c'est souvent un problème assez technique. D'abord, on a le droit de savoir si on veut des immigrés, lesquels, etc. bien Donc sûr. tout le monde est d'accord là-dessus. Après, c'est vrai qu'on en fait un problème passionnel. Et au fond, il y a trois grandes tendances. Il y a la tendance qui est celle de dire il y a le grand remplacement. Il y a un peu une tendance libérale qui est de dire on a besoin d'immigrés, notamment pour faire. C'est ce que disent les chefs d'entreprise. Et puis il y a peut-être une autre vision plus à gauche qui est de dire la France est une terre d'accueil, il faut qu'elle reste une terre d'accueil. Mais c'est trois visions très, très complexes à mener ensemble, au fond. Oui, mais si on prenait ça d'un point de vue économique, Ouais. brutalement économique et pas très respectueux dans la parole en tout cas, je pense qu'il y a un problème de stock et un problème de flux. Donc le stock, c'est le stock de la population qui est déjà présente. Ah oui, c'est très économique. Voilà, complètement. Et après, c'est le message que l'on envoie à de potentiels flux. Et donc là, il y a déjà deux discours qui devraient se scinder. Et concernant la population qui est présente, il y a celle qui l'est de façon légale et puis celle qui l'est de façon non légale. Et sur ce point de vue aussi, on peut avoir des considérations d'équité face aux individus en considérant que travaillant, cotisant, donc droit A. Sur les allocations non contributives, là, effectivement, il y a un vrai débat. Mais le fait générateur travail me semble dans l'esprit de la protection sociale au sens où on l'entend en France. Donc ça ne me choque pas de dire, enfin, mon avis n'importe peu, mais en tant qu'économiste, ça ne me choque pas de dire qu'il y a un fait générateur évident, donc il y a quand même une d'ailleurs un peu obligation. l'esprit de la loi de Voilà, favoriser c'était l'immigration de travail. Voilà, et de faire en sorte que le délai soit moins long que pour ceux qui Oui, n'ont pas absolument. ce fait générateur-là. Et puis il y a aussi le message que l'on envoie, et puis il y a une autre strate qu'il ne faut pas oublier, c'est celle de l'Europe, parce qu'en même temps, et on est toujours dans le en même temps, il y a un autre message qui est envoyé sur l'asile, etc., plus les... Il y a une réglementation européenne qui vient de sortir en même temps que la loi française. Et il y a aussi le trait local, certains départements qui annoncent qu'ils ne respectent... Alors là, je ne sais pas, mais la loi nous dira jusqu'où, mais est-ce que c'est un effet d'annonce, est-ce que c'est possible, mais qu'ils ne vont pas respecter la loi. Il y a les médecins qui considèrent aussi sur l'aide médicale d'État, mais là, c'est sorti de la loi. Donc pour l'instant, on n'y touche pas. Pour mieux peut-être y revenir plus tard, parce qu'il y a un vrai débat aussi. Donc là, et le problème, c'est qu'avec, j'en terminerai là-dessus, avec une seule mesure, on ne peut pas atteindre autant d'objectifs. C'est impossible. Donc c'était très prétentieux dès le départ de vouloir donner une réponse à l'immigration avec une seule loi. Ce n'était pas possible, me semble-t-il. Oui, je partage pas tout à fait votre avis sur le fait qu'il fallait nécessairement une loi, ou en tout cas, je ne suis pas forcément convaincu sur l'aboutissement de ce qui s'est passé. En réalité, les deux grands thèmes de la loi sont effectivement la question du travail, comment est-ce qu'on intègre cette immigration qui travaille, et également comment est-ce qu'on renvoie des personnes chez elles lorsqu'elles sont soit frappées d'une OQTF, soit éventuellement lorsque un tribunal ou une cour d'assises prononce une interdiction définitive du territoire. Or, en réalité, ce qu'on voit lorsqu'on s'attarde un petit peu au contenu de la loi, qui peut en plus évoluer, puisqu'elle va devoir être passée au filtre du Conseil constitutionnel, et on ne sait pas... Il y a probablement des mesures... Il y a sans doute des choses qui vont disparaître. Et on voit quand même que les choses ont été très imparfaitement réalisées sur le plan de l'immigration du travail. Il y a eu plusieurs quand même moutures de ce fameux article 3 sur la régularisation des travailleurs qui officient dans les métiers dits en tension. Donc je pense que là-dessus, les choses auraient sans doute pu et dû être mieux faites. Et également sur la question du renvoi chez eux de ces personnes qui sont en situation de clandestinité ou en situation de délinquance, en réalité, les dispositions, elles existaient déjà. La question prégnante, elle était plus de savoir comment est-ce qu'on rend effectif Où les renvoyer déjà. Où les renvoyer. Quel pays va les accepter? Est-ce que leur pays d'origine va les accepter? C'est ça la vraie question. C'est ça. Et je ne pense pas, sauf à ce que des choses m'aient échappé, que la loi, dans sa mouture actuelle, résolve ce problème-là. Mais vous n'avez pas dit que ça résolvait tous les problèmes. Hein. Non, mais j'entends qu'elle n'est pas parfaite et que c'est ça. Mais il y a aussi une demande de l'opinion qui est forte là-dessus. Complètement. Juste pour évoquer le fait que toutes les personnes que j'ai sur la ville, et puis
tous les autres, parce que j'ai la chance d'avoir une ville très diversifiée au niveau des quartiers. Et il est clair que le ressenti n'est pas du tout le même, hein, d'un côté comme de l'autre. Hein. Et comme vous disiez, effectivement, il y a des gens qui attendaient quelque chose, qui n'est pas parfait, évidemment. Et il y a certainement d'autres choses à faire et on s'en rend compte. Moi, je voudrais surtout qu'on n'oublie pas le côté humain. Parce que c'est important quand même de parler d'humain. C'est des hommes et des femmes. Hein. C'est des hommes et des femmes et des enfants. Moi, je les croise, je les vois, je suis avec eux, comme la plupart des élus, je veux dire, dans les villes où on est confronté à ça. Et il y a un côté positif et humain qu'il ne faut pas abandonner. Et c'est vrai que quand on parle de loi, quand on parle tous les discours qu'il y a eu là, on n'entendait jamais parler d'humain, non, c'est vrai. de personne. On parlait uniquement de réglementation et la loi et la droite et la gauche. Vous avez dit de stock et de flux. Hein, exactement. Vous voyez, j'ai prévenu avant. Non, mais vous pouvez le dire. L'économie, on est économiste. Il n'y a pas de problème. Mais bien sûr. Mais c'est vrai, on a parlé que de technique et jamais d'humain. Exactement. Ouais. Et ça me c'est dérange. vrai que, ça me pardon, dérange. je donne la parole tout de suite, mais cette vision libérale qui est de dire, voilà, on va régulariser des gens qui sont en situation irrégulière parce qu'ils travaillent. Il y a une critique qui est de dire aussi, mais peut-être que vous pourriez aussi augmenter les salaires, il y aurait peut-être des Français qui viendraient travailler à leur place. Alors on peut aussi dire compliquer un peu les règles du chômage, et peut-être que beaucoup de gens retourneraient au boulot aussi. Oui. Bah oui, non, c'est quand même un grand débat. C'est un chômage qui devient une trappe à pauvreté aujourd'hui. Voilà. Et le système est mal conçu, parce qu'on n'incite pas à retrouver du travail. Ça, c'est une autre C'est question. clair, mais non, c'est pas une autre question, c'est vraiment lié, parce que c'est pour ça que le patronat, il se dit, on va pas prendre de front tous les syndicats et tout le monde en parlant du chômage. Bah, ok, régularisons tous les gens dont on a besoin. Non, mais voilà, c'est une mesure, c'est une sorte de simplicité. ultra-libérale, en réalité, Voilà. celle-là. Oui. Même si du point de vue des immigrés qui travaillent, on peut la comprendre et ça peut faciliter aussi leur vie. Enfin, c'est assez complexe. Il y a un espoir. Il ne faut pas entretenir l'espoir qu'on ne peut pas soutenir. Enfin, on n'entretient pas l'espoir de ce qui ne peut être espéré. C'est un peu ça. À partir du moment où ils sont sur le territoire, où ils ont un job, où ils donnent, ils sont partie intégrante d'une économie, on pourrait quand même considérer qu'on a peut-être un dû vis-à-vis d'eux. Après, la réflexion que porte le patronat aujourd'hui, elle est un peu... Moi, j'ai trouvé un peu particulière, parce que le fait d'annoncer qu'on aura besoin, mais c'est pas particulier au patronat français, et dans d'autres pays aussi, on annonce déjà, et l'Italie est paradoxale aussi, on annonce des besoins à l'avenir, à l'échéance de 2050, et ça se chiffre en milliers de besoins, de demandes, et on ne tient pas compte de l'environnement projeté, parce que la demande qu'on estime aujourd'hui, elle est avec les considérations d'aujourd'hui sur des métiers qui peut-être en 2050 n'existeront plus. Donc si on pense qu'on va aller sur des métiers qui sont en tension, ne sont pas les métiers avec des compétences extrêmes. Donc ce sont des métiers à bas coût, les bas salaires. Je pense que là, c'est un peu de la décroissance et on fait un peu machine arrière. Et annoncer qu'on va avoir des besoins sur ces métiers, c'est pas sûr. Rien n'est sûr. Ouais. Et c'est très dangereux, me semble-t-il. Je trouve c'est dangereux. D'autant qu'il y aurait sans doute aussi un grand débat sur la classification et la catégorisation des métiers en tension. Quels sont les métiers en tension qui rentrent sous l'égide de la loi? Et comme dit Véronique, c'est pas, les métiers en tension, dans 10 ans, ils seront probablement plus les mêmes. Donc. Mais le vrai débat, au-delà de la régularisation de certains immigrés sur des métiers en tension, c'est très bien, mais il ne faudrait pas oublier le fait qu'il y a un nombre incroyable de gens en situation irrégulière, et que quand on en arrive à dire que les gens en situation irrégulière auraient des droits absolument inaliénables, etc., je pense que c'est absolument incompréhensible pour la population, parce qu'on se dit, mais où est le droit, où est la loi? C'est-à-dire que quelqu'un qui est en situation irrégulière, qui n'a a priori donc pas le droit de résider en France, on dit, mais alors il faudrait qu'il ait des aides, il faudrait qu'il ait ceci, il faudrait qu'il ait cela. Mais je veux dire, c'est dévastateur dans l'opinion, les gens ne comprennent pas. Mais alors, oui, c'est comme on vous dit, il n'y a que 5% des OQTF qu'on peut envoyer. C'est vrai que quand ils commettent un crime ou un délit, l'opinion ne peut... Enfin, c'est très difficile de faire comprendre ça à l'opinion, même si techniquement c'est très difficile. Et depuis 3 jours, tout le monde s'assoit sur la loi, puisque là on dit, bah oui, il faut des lois et des droits pour les gens qui sont hors la loi. Bon, ça c'est quand même un concept assez étonnant. Et maintenant, on a des départements de gauche qui disent, nous n'obéirons pas à la loi. Et personne ne s'offuse contre ça. Que des élus disent, la loi, on ne la respectera pas, et ben
pour dire un truc, ça passe crème. Et là, j'ai pas entendu Hollande ce matin dire c'est étonnant. Non, là, ouais, tout va bien. Bah oui, c'est pas grave, la loi, on s'en fout. Bon, bah, Cela dit, non, mais si cela on en dit, est là, attendez. si on en Non, est non, là, mais on peut dire ça de la bravo. gauche, mais on pourrait dire ça de Laurent Wauquiez qui mais refuse dans je- sa mais région. je dis ça de tout le monde. Je dis ça de tous les gens qui ne respectent pas la loi. Le zéro. Mais puisqu'on donne des droits à des gens Le qui ZAN. sont censés ne pas en avoir, bah, effectivement, Non, c'est vrai. Il y a Beaucoup non, mais de c'est- tout. Je veux dire, vous avez raison de souligner ce problème parce que c'est un problème qui concerne la gauche, la droite, peu importe. C'est pas une question politique, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de désobéissance par rapport à l'État qu'on voit de plus en plus nombreuse sur des sujets différents. C'est un déni de démocratie totale, Oui. parce que là, l'Assemblée nationale, elle n'a pas pris le pouvoir par les armes, elle a bien été élue. Donc, Il n'a pas montré l'exemple non plus ces derniers temps. Non, non, pas mais vraiment. enfin, je veux dire, matière. ils votent C'est quand même. peut-être aussi pour ça qu'il y a un Oui, délitement. il y a- Il y a une forme de délitement de la Donc On en là, il y a parlera un vote, peut-être, mais et c'est plus vrai personne que- ne respecte ça. On dit, oh, ben, on s'en fout, c'est pas grave, Mais on le passons à ressent autre sur chose. l'ensemble de la société. Dans le quotidien, je vous le dis, depuis quelques années, on pensait que pendant la Covid, effectivement, il y avait Oui. tout cet amalgame, on était les uns avec les autres, en super protection. C'était très beau et je me suis dit, oh là là, au sortir de ça, ça va être Oui, ça va être pied, ça formidable. va être formidable. Pas du tout. Ça s'est tendu d'une façon incroyable. Nous, on le voit au niveau de notre quotidien. La population dont je fais partie, on devient très exigeant, on devient autoritaire, c'est tout de suite, maintenant, c'est sociétal. Je veux dire, il y a un vrai changement de la société qui impacte automatiquement, même les élus, leur mode de fonctionnement. Je vous donne un exemple basique. Quand vous montiez une liste électorale au niveau d'une collectivité, vous aviez le maire et vous aviez les adjoints et les conseillers municipaux. Très bien. En général, on était tous derrière le maire, on avait une feuille de route, etc. Jamais, rarement, au sein de, je dirais, de la période où vous étiez là, il y avait des désistements, des votes contre, ça n'existait pas. On était comme un seul homme. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Oui, il y a des. Oui, C'est aujourd'hui, c'est chacun pour des soi. conflits Chacun partout, a oui, raison. absolument. Chacun. Et je l'évoquais tout à l'heure en dehors de l'émission, mais c'est vrai que même la population aujourd'hui est comme ça. C'est-à-dire que quand vous concertez la population, vous discutez avec eux d'un projet, vous leur dites alors, on fait quoi? On vous explique, on échange. Oui, très bien. On y va, on vote là, comme ça, avant de prendre la décision. Ah ben non, moi je vote pas, je suis désolée, je prends pas de décision parce que je vais pas voter pour ceux qui sont pas venus à la réunion. Je veux dire, c'est très caricatural, mais c'est exactement pareil de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Absolument. C'est exactement ça. On est dans une Bah, bouillie c'est- incroyable. Laurent Fabius parlait de malaise démocratique. Mais c'est un Mais peu... c'est Je ça. crois que c'est exactement ça. Enfin, C'est un c'est peu dû à ça. notre président qui avec cette niaiserie de démocratie Parce que participative à chaque instant, qui à chaque fois qui peut créer une commission Bien sûr que Théodule ça pour essayer de donner moins d'importance à de véritables élus, dit, bon, on va faire une commission sur tous les sujets des commissions, Mais des ça, commissions, c'est des cyclique, commissions, des enfin, je commissions. pense que- et il y a- C'est- Oui, mais parce que c'est ça- une ça sorte n'a de aucun- réponse mais à ça ce n'a- malaise mais démocratique non, aussi. non, c'est la cause. si. C'est la Non, cause non, de c'est pas de la ce cause. malaise. C'est la cause de ce Non, malaise. c'est- Mais le malaise est décide d'avoir cyclique une parce que François-Olivier Gisbert, dans son dernier ouvrage, il parlait du TPMG, tout pour ma gueule, enfin pardon de l'expression, mais je crois que c'est pas nouveau, Ouais, c'est mais quelque c'est ce chose que qui revient, disait Lévy. régulièrement. Et le télétravail et le fait de pouvoir commander à distance, tout faire à distance chez soi, fait qu'il y a un repli sur soi qui est conséquent et contre lequel on aura du mal à lutter. Et il y a les violences contre les élus Ah oui. qui se multiplient quand même. Oui. Vous en avez, oui, Oui. vous l'avez vécu, donc. Oui, j'en ai parlé au Congrès des maires, puisqu'on m'a demandé d'être témoin. Oui, effectivement, sur un conseil municipal, j'ai vu arriver une trentaine de personnes cagoulées, tapant sur les vitres de la salle du conseil où j'étais avec quelques élus, dont des femmes, qui étaient blanches comme la table, tellement elles avaient peur. Et c'était très violent, avec violent, des oui. gestes d'égorgement et tout. Tout ça pour une délibération, qui était une délibération de l'amélioration du quartier en difficulté. Et parce que il y a des personnes qui veulent pas que les quartiers changent et Il y a s'améliorent. des personnes qui n'ont aucun intérêt, Aucun. notamment les trafiquants. Aucun. Enfin, voilà, Pour les, il faut qui les sont, hein, appeler. Mais oui, ouais. exactement. Ce sont des Ils n'ont agitateurs pas, locaux. du tout envie que ça bouge un peu et qu'on aille voir un peu ce qui se passe. Et donc cette violence, elle est. c'est terrible. Vous mettez quelques jours à vous en remettre. Quand vous Ouais. avez la police qui vous accompagne chez vous, qui fait le tour de la maison pour voir si tout va bien, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui. Mais alors, encore une fois, je le répète, de la même façon que je disais tout à l'heure, pensons à l'humain, ne caricaturons pas. C'est-à-dire que ces personnes qui sont venues ne représentaient pas l'ensemble du Non, quartier. mais ça existe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bien sûr, Ça existe, et c'est vrai que malheureusement. cette remise en cause générale de l'autorité, quoi. C'est très en violent. réalité, c'est ça. Même de celle des profs. Là, je lisais ce matin dans le journal, il y a un élève qui a fait boire du détergent à son prof. semblerait. On a vu Non, mais- l'histoire récente, je voulais qu'on en parle tout à l'heure, mais on peut. Oui, non, mais c'est...
enfin, c'est pas au concours. Oui. Voilà, c'est une menace de mort contre. Enfin, au concours dans un lycée La privé. Blanche de Castille, ouais. Non, c'est C'est. incroyable. Mais Incroyable. judiciairement, il est clair que l'année 2024, on en parlera, sera sans doute celle du traitement massif de toutes ces infractions, des violences commises contre les professeurs, des violences commises contre les élus, de toutes les violences contre les personnes qui incarnent une forme d'autorité et qui effectivement ont explosé. Et je pense que les procureurs de la République vont être extrêmement sensibilisés sur le fait que maintenant il faut traiter de manière approfondie et ferme sur le plan judiciaire ces problématiques-là qui sont effectivement inadmissibles. Il y a un 2024. texte spécial d'ailleurs hein, pour les élus. Il y a un texte effectivement effectivement un texte qui va prochainement, alors si ma mémoire est exacte, qui va être prochainement publié et qui augmentera Augmente les peines. les sanctions lorsque des Les violences personnes sont des commises de l'autorité, je crois. hein, contre c'est les ça. personnes investies d'un mandat électif public C'est ça. ou qui sont dépositaires de l'autorité publique. Je suis ravi parce que j'ai plutôt l'impression que 2024 allait être l'année de la création du droit au refus d'obtempérer. Donc c'était vu que maintenant ça paraît normal. Bon, il a refusé d'obtempérer. Bah le pauvre. Ah bah oui, c'est dommage. Bah oui, je veux dire c'est les libertés de chacun. Bon, ouais. Donc Après, c'est la comprends. responsabilité, est-ce que c'est celle des parents quand c'est pas un adulte? Est-ce qu'en mettant en cause la responsabilité des parents, dont on sent qu'il y a un débat, est-ce que ça va changer les choses ou pas? Parce que Alors justement, puisque vous il y a une parlez, pardon, défaillance. justement, c'était notamment Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui avait parlé de la responsabilité des parents au moment des émeutes. Et je voudrais qu'on revienne sur cette question qui a marqué 2023. Et je vais commencer avec vous, parce que vous avez vécu. Moi, je me souviens, vous m'avez envoyé un SMS au moment des émeutes en me disant mais c'est terrible quoi ce qui se passe. Ils s'en prennent aux écoles, aux mairies. On ne sait pas ce qui va se passer. Parce en plein milieu de ces émeutes, on ne savait pas si ça allait s'arrêter ou jusqu'où ça allait aller. 4 nuits blanches quand même. Hein. Oui. 4 nuits blanches, police, pompiers, police municipale, élus dans les voitures banalisées pour faire le tour de la ville, pour protéger les bâtiments publics. Quelque chose qui est sorti comme ça. Je veux dire, une explosion inattendue, très perturbante, parce que quand on sait les investissements que tout le monde fait dans les quartiers, auprès des jeunes qui sont, je dirais, déscolarisés ou qui ont vraiment des problématiques familiales, on n'a pas compris cette démarche-là. Ce qui est dramatique, c'est qu'effectivement, ils se sont attaqués à tout ce qui était la représentation de la République. C'est ça qui est dur, de faire brûler des écoles, par exemple, alors que les petits frères, les gens, leurs voisins sont dans ces écoles-là. On n'a pas très bien compris. C'est même leur seul moyen de sortir un peu de leurs conditions, si je peux dire. Enfin, si l'ascenseur républicain marchait. Alors compliqué. après, cela dit, c'est vrai que c'est le sentiment. La première analyse qui a été faite, c'était en effet, ils se sont pris au symbole de la République. Il semblerait qu'au fond, c'était moins idéologique que ça qu'ils s'en sont pris à ce qu'ils connaissaient. Oui, exactement. Au quartier, enfin Oui, voilà. oui. Parce que il faut dire que les émeutes, enfin les fauteurs d'émeutes, si je peux dire, venaient. C'était des habitants de ces villes. On ne venait pas d'une ville à l'autre. Hein. On les Et connaissait. donc, On les connaissait. Oui, sûr. vous les connaissiez, bien Mais sûr. oui, on les connaissait. Pardon. Ils ne savaient peut-être pas lire, ils n'ont pas vu qu'il y avait marqué école. C'est ça aussi le truc. Je pense que c'est compliqué en réalité d'analyser sur un plan strictement sociologique les événements qui se sont déroulés. Oui. En réalité, c'est une colère qui s'est exprimée de manière extrêmement désordonnée, comme la colère le fait bien souvent, et alors qu'il y avait véritablement une récrimination contre ce qui s'était passé du fait de la mort de la mort de Naël. Bon bah effectivement, ils ont fait un grand amalgame police, école, mairie, en réalité, effectivement, ce que vous disiez Patrice, tout ce qui incarne pour eux une forme d'autorité. Donc une fois qu'ils avaient il y a d'ailleurs deux étapes dans ces révoltes. Il y a cette première qui est en effet qu'on peut analyser comme la suite d'une colère, même si le fait qui la provoque, on peut en discuter. Mais et puis il y a la deuxième qui est plus pragmatique, qui est celui des pillages. Enfin, dans les Très honnêtement, quand on voit ce qui s'est passé à Montargis, qui est quand même très éloigné de Nanterre, je pense que les émeutiers de Montargis avaient assez peu à faire du petit ange parti trop vite, pour reprendre les mots de Mbappé. Quoi. Enfin, je veux dire, non, honnêtement, on le sait très bien. Non, mais en 2005 aussi,
aussi, alors c'est Oui, un mais fait 2005, différent, mais 2005, ça c'était vient autre aussi, chose. ça C'était vient autre aussi, chose. voilà, de C'était- la mort de Oui, mais de c'est jeunes un poursuivis prétexte. par la C'est police. un prétexte. Il se moquait complètement. Oui, que ce soit un de- prétexte, voilà, c'est non, mais évident. Mais voilà. enfin, c'est vrai qu'il y a eu ces deux étapes assez différentes, avec une chose différente par rapport à 2005, qui est l'importance des réseaux sociaux. C'est ça. C'est pour ça que quand vous disiez pas organisé, si. Oui. C'était organisé. Il y avait Si. même des gens qui C'était étaient habillés organisé. pareil, Mais etc. oui, c'était très ouais, organisé. ouais, c'était très organisé. C'est ça qui est très soudain troublant. Hein. subi, certes, Oui. mais très organisé parce qu'ils le sont déjà par le biais des réseaux. Ils sont Et puis organisés. parce qu'ils sont extrêmement manipulables, très facilement. C'est ça aussi le problème. Et c'est vrai qu'il n'y avait Ouais. pas vraiment de relation avec le jeune qui avait été, Ah oui. qui avait Non. été tué. Aucune. Parce que quand la police a interrogé certains de ces jeunes, parce que bon, bien sûr, il y a eu quelques arrestations, eh bien, ils ne savaient même pas de quoi il De quoi il s'agissait. s'agissait. Mais il y en a qui ne connaissaient Du même pas tout. son nom, Du ni son tout. prénom. Non, mais je veux dire, tout. Non, mais quand c'est même, la- C'était en 2 temps, comme vous le disiez, Oui. Patrice. Et il y a une analyse socio-territoriale qui a été faite par Oui. des gens de Sciences Po, qui Absolument. essayaient de comparer Elle est très 2005. intéressante. Et, voilà. Oui. Et on voit bien qu'il y a ces 2 étapes, et puis un effet tache d'huile. Et ce qui est très Et la intéressant de deuxième noter, c'est correspond à peu près aux Gilets jaunes, enfin Voilà. aux villes où il y a eu Et c'est des les manifestations de territoires, Gilets voilà. jaunes. C'est les oui. territoires. Et ils ont noté aussi des corrélations. Alors, corrélation n'est pas raison. Mais il y a une corrélation sur 555 villes avec la densité de QPV, quartier prioritaire de la politique de la ville, où on voit qu'il y a 7 fois plus de chances d'émeute quand il y a un ou plusieurs quartiers dans la ville que lorsqu'il n'y en a pas. Et il y a aussi un lien avec le côté défavorisé, au sens où les écoles défavorisées sont des lieux où véritablement, là, il y a une explosion de la violence, ce qui n'était pas le cas ailleurs, en termes je veux dire, en comparaison, pas en termes absolus, mais en termes de comparaison. Donc il y a vraiment une réflexion là aussi qu'on pourrait produire. Oui, il y a aussi peut-être une réflexion sur, en effet, le sentiment de discrimination qui peut exister, de rapports compliqués avec la police. Enfin, il y a aussi des problèmes qui peuvent exister. Assurément, mais il y a aussi dans cette population, vraiment, au-delà de l'anarchie, etc., un certain sentiment d'impunité, parce qu'après tout, ils savent tous très bien qu'il n'y aura rien de très grave. Quand on voit les condamnations qui sont tombées, je veux dire, la surpopulation, assez rapidement, pour une fois. carcérale n'est pas due aux émeutes qui viennent de se passer. Ça, c'est sûr. Hein. Donc, Non, mais il y a je il y a- dis, bon, il y a une j'ai brûlé- réaction, ouais. j'ai brûlé une prison, c'est pas grave. Meyer. Je vais un petit peu nuancer le propos, Jean-Charles. Il vaut mieux toujours. Je me permets alors. Et alors que vous utilisez depuis tout à l'heure des termes de jeunes, c'est peut-être ça le vrai apport de 2023, c'est que Jean-Charles utilise notamment ça passe crème. Alors, je ne suis pas certain que concernant les émeutes, sur le plan de la justice, ça soit passé crème. Effectivement, alors en fonction des implications et des casiers, enfin des antécédents judiciaires ou pas, c'est comme ça que la justice effectivement détermine la gravité de la sanction qu'elle prononce. Ceux qui avaient ces profils, à savoir pas d'antécédents et une participation relativement minime, j'ai pas dit pas grave, mais j'ai dit relativement minime, les sanctions effectivement n'étaient pas des peines d'incarcération. Bon, ceux qui étaient réitérants ou récidivants, ils ont eu des peines lourdes qui ont été prononcées et ils ont été incarcérés, hein, Qu'est-ce que véritablement. Vous pouvez expliciter un peu le participation relativement minime, hein, c'est quoi? C'est juste un cocktail Molotov? Il y a toujours les suiveurs. Et les... Oui, bah non, mais c'est trop facile. non, C'est trop non, facile. Mais il faut quand même. On a le droit quand même, sans être polémique, d'envisager que la personne qui est là et qui participe à un groupement ne doit pas être sanctionné de la même façon que celui, vous le disiez, a pris un cocktail Molotov et l'a lancé sur les policiers. Non, mais c'est pour ça que je vous demandais ce que c'était Non. qu'une Voilà, oui, participation non, mais il y a minime. Toujours, il y a un peu les gens qui sont là, qui se font arrêter Voilà, aussi. c'est pas la forcément. participation à un groupe. Et en fait, il y a deux infractions. Il y a la participation à un groupement et il y a la violence. Et à nouveau, je pense qu'il faut faire une vraie différence. D'ailleurs, le législateur le fait sur le plan des peines entre ces deux infractions et entre les deux sanctions qui procèdent de l'un ou l'autre des comportements. Joséphine Colmans-Berger, justement, racontez comment vous avez vécu le début de ces émeutes, de ces journées d'émeutes, de ces journées des nuits d'émeutes. Et puis, il y a une sorte d'arrêt presque brutal. Vous l'avez senti venir, ça? On l'a pas senti venir, mais on a compris pourquoi. On a compris pourquoi. C'est-à-dire que ça s'est arrêté parce que ça perturbait le trafic. C'est ça, hein? C'est Mais bien évidemment. ça. Vous le Bien confirmez sûr. pas. Mais oui. Mais bien sûr. Alors, ils sont pas venus me le dire dans mon bureau en Non. me disant attendez, Madame le maire, on va arrêter. Vous inquiétez pas. Là, vraiment, le temps d'argent qu'on a par jour, ça fonctionne plus. Mais c'était ça. Hein.
C'était ça, c'est-à-dire que ceux qui sont venus faire toutes ces problématiques, eh bien, étaient très très jeunes, il faut quand même le savoir, hein, c'était entre gamins, 13 et 17 ans. Absolument. Mais par contre, les aînés qui gèrent un petit peu tout ce trafic, il faut quand même appeler un chat, à un moment donné, on dit stop, la récré, c'est terminé. Et ça s'est vraiment senti. Ça s'est fait du jour au lendemain. C'est ça. Mais est-ce que c'était eux aussi les initiateurs ou pas? Euh, Pas forcément. Alors, moi, je prends comme exemple les quelques problématiques que nous avons eues sur la ville, et ça venait effectivement d'agitateurs adultes. D'accord. Donc, en ce qui concerne ces émeutes-là sur la ville de Plaisir, je ne saurais le dire, mais j'aurais tendance à dire il y a des chances. Mais en tout cas, sur d'autres faits, il y a eu, et d'ailleurs, ils ont été reçus, et pas incarcérés, mais en tout cas reçus par la police. Et c'est vrai que ce sont des agitateurs. Par exemple, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les gestes d'égorgement et tout ça, c'était fait par des personnes qui sont des personnes adultes, qui font partie aussi d'une association assez qui est reconnue malheureusement, je dis malheureusement au niveau national, et qui sont des agitateurs de quartier en politique de la ville, et à l'intérieur desquels il y a même des personnes qui se servent de quartier pour faire des thèses par rapport à qu'est-ce que c'est qu'un quartier en politique de la ville, et qu'est-ce que c'est, je vous assure, on en a la preuve. Et donc ils viennent dans le quartier, ils s'en servent comme agitation pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Je le dis parce que j'en ai la preuve. Incroyable. Et on l'a vu avec la police, etc. Et on peut etc. rien faire contre ces... Il y a eu, Association, il y a eu rencontres, discussions. Il y a eu certainement, je pense aussi, la police, des avocats et tout ça. Et donc il y a eu pendant quelques mois une accalmie sur le quartier parce que les personnes concernées ont pris un peu peur, peut-être, j'imagine. Et là, ça recommence, tout doucement. Je suis assez étonnée, effectivement, que quand on a bien identifié les personnes, eh bien, il n'y ait pas plus d'action tournée vers ces personnes-là. Et actuellement, j'essaye, avec les associations du quartier, de leur dire, mais soyez partenaires avec la ville, votre quartier est en danger parce que vous avez quelques agitateurs, essayez ensemble, pourquoi pas, de porter plainte aussi contre ces personnes. Vous les connaissez, vous les voyez agir sur le quartier. C'est très compliqué. Vous savez, de la même façon que moi, je peux être en danger, il y a la peur. Il y a la peur. Qui est tout à fait légitime. Ouais. Donc, c'est compliqué. Dans votre expérience d'élu et de maire, c'est un des moments les plus terribles que vous avez vécu? Non. 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 Il est pire. C'est dire. C'est dire. C'est dire. Oui, c'est dire la difficulté de la fonction. Et- Non, parce que on doit être. Enfin, je sais pas. C'est ce que je disais au congrès des maires. J'ai jamais eu l'intention ni de démissionner, Non. ni de lâcher prise. Mais non, le pire pour moi, c'est de pas réussir à faire ce que je voudrais faire sur la collectivité, particulièrement dans ces quartiers-là, où je vois les aides que nous avons, même de l'État. Hein. L'État apporte énormément d'argent. Hein, sur ces quartiers-là, et on n'a pas de résultats vraiment probants. Et comme vous le disiez, par rapport aux familles... Oui, et par rapport aux familles, on a vraiment besoin de travailler avec les familles. Je ne dis pas de mettre en péril les familles, mais de travailler avec les familles pour pouvoir les sortir de là. Tout vient de l'éducation, hein, à la base. C'est un petit peu un raccourci, Non, mais mais je le vois et je le vis. Ça vient de l'éducation. Un enfant de 8 ans, 10 ans, 12 ans qui est dans la rue à minuit, c'est pas normal. C'est peut-être caricatural encore une fois, mais c'est pas normal. Non, mais c'est absolument. Puisqu'on parle d'éducation, on a vu, il y a eu des atteintes à la laïcité. On l'a vu encore tout récemment dans les Yvelines, lorsque le professeur a montré un tableau du XVIIe siècle et on voit des femmes nues et que des jeunes élèves ont protesté. On dit, on a vu plusieurs atteintes à la laïcité. Il y a eu une interdiction de l'abaya par le ministre de l'Éducation nationale. On a l'impression, justement, avec peut-être Gabriel Attal, l'Éducation nationale, qu'on prend en compte maintenant ces faits, et puis que, voilà, on redonne vie à la laïcité.
Bah, en tout cas, oui, c'est un ministre qui semble enfin avoir un discours à peu près clair sur ce domaine, des positions bien carrées, des prises de parole qui n'attendent pas 15 jours. Dès le lendemain de cette sinistre affaire du tableau, il a pris la parole avec un discours, un discours absolument remarquable. Il est venu sur place. Donc c'est la seule solution. C'est effectivement, là, pour une fois, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui tient le ministère et qui a quelque chose à dire et un schéma de pensée structuré et clair et net. Donc ça, bravo. Ce qui manque peut-être vis-à-vis de... Parce que j'ai discuté l'autre jour, j'étais dans un événement qui était très intéressant avec des jeunes, justement, des quartiers comme ça, qui faisaient un concours d'éloquence et c'était très intéressant. Et justement, alors, il disait, oui, mais on peut avoir une croix chrétienne, mais on nous interdit la baya. Par exemple, c'était une des questions qu'il posait. Et j'essayais, moi, d'expliquer que l'interdiction de la baya, c'est pas une mesure pour les embêter aujourd'hui. Ça vient d'une vieille tradition française qui est celle de la laïcité, qu'on peut remonter, voilà, à la Révolution, à Voltaire, à l'affaire Calas, etc. Donc c'est peut-être ça aussi qui manque, c'est d'expliquer d'où nous venons aussi. Enfin, quelles sont les valeurs qui nous ont c'est pas tant d'expliquer d'où nous venons, c'est d'expliquer qui on est. Ouais, qui on est, c'est que c'est pas la tenue classique, la baya, le tchador, etc. Non, mais je veux dire, ça n'a pas lieu d'être. C'est pas une humiliation, c'est pas un truc. Je veux dire, voilà, c'est une règle. Il faut expliquer ça. Il faudrait juste que les gens entendent la règle et respectent les règles. Si on commençait à redire aux gens que les lois sont faites pour être respectées, que les règles sont faites pour être suivies, et que quand on vient dans un pays, c'est qu'on en accepte la façon de vivre, on en accepte l'histoire, on en accepte les us et coutumes, la situation serait quand même extrêmement simple. Alors que là, on discute de tout. Il n'y a pas à discuter de ça. Je veux dire, si on a envie de montrer un tableau avec des femmes nues en classe, la loi l'autorise, c'est dans nos coutumes, c'est l'éducation, c'est la culture. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat. Vous dites que vous n'êtes pas concerné, puisqu'à l'université, on n'a rien à leur expliquer. Tout le monde peut venir avec la tenue qu'il veut. Voilà. Hein. Mais je connais un temps où certains collègues demandaient à ce qu'on enlève le couvre-chef pour parler largement. Et puis ensuite, alors on trouvait normal de dire à un étudiant on enlève la casquette quand on est en cours. Oui. Mais aujourd'hui, on ne peut plus parce que... Moi, je le fais. Moi, je le fais tout en Je ne m'arrête plus à ces considérations parce qu'un couvre-chef, c'est un couvre-chef. Donc, dans ces cas-là, pourquoi la casquette et pas le voile? C'est exactement ce que je dis en début d'année. Je dis, messieurs, vous retirez vos casquettes, vous retirez vos bonnets, vous retirez vos trucs. Vous pourriez tout à fait me rétorquer pourquoi est-ce que j'exige pas que mademoiselle retire son voile. Vous le faites ou vous ne le faites pas, on pourra en discuter, mais ils ne le font pas. Mais c'est compliqué. Mais c'est compliqué parce qu'à l'université, il y a deux problèmes. Enfin, rapidement, c'est lors des examens. On m'a demandé de vérifier qu'il n'y avait pas des écouteurs sous un voile. Donc ça pose problème parce que déjà, un homme ne peut pas le faire et je ne me suis pas permis non plus. J'ai demandé l'autorisation. Si elle acceptait de lever son voile pour qu'on voit ses oreilles, mais voilà, je ne sais pas jusqu'où on a le droit d'aller. Mais en même temps, il y a quand même un règlement d'examen, donc on doit être en mesure de vérifier certaines choses. Et puis, il y a l'autre chose moi, j'ai le souvenir d'étudiantes en master qui arrivaient en tenue voilée et qui allaient se changer et qui étaient en jogging, en crop top, mais vraiment voir la différence. Hein, donc, il y a vraiment un schéma. Donc, on voit bien pourquoi. Donc, on sent bien qu'on lui rendrait service, peut-être, à lui demander une certaine cohérence avec ce que l'on porte et ce que portent les jeunes filles de son âge. Donc là, c'est pas toujours défendre la femme que de laisser faire. Mais tout à fait. Non, mais il y a pour parler. Je tout à fait l'autre avis. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des étudiants qui m'ont dit, nous, dans le quartier dans lequel on habite, il est hors de question qu'on ne soit pas voilé. Ici, il n'y a pas de problème, on peut le retirer. Pour trouver du boulot, on peut le retirer. Mais pour partir de chez nous, non, on ne peut pas. Sinon, on va être traité comme des moins que rien, etc. Donc c'est tout à fait vrai. Mais c'est effectivement tout le combat du féminisme, du féminisme de bonne loi, qui est de dire c'est pas rendre service aux femmes que de les laisser voiler. La profession d'avocat a aussi le sujet sur alors dans le cadre de prestations de serment d'avocat et aussi d'intervention d'audience, des jeunes femmes qui arrivaient voilées et qui souhaitaient pouvoir exercer avec leur voile. Et alors ça a été source de nombreux débats parmi les conseils de l'ordre et parmi les instances de la profession. Et finalement, il s'est avéré que non, on ne peut pas venir vêtu de son abaya ou en excipant un signe ostentatoire de religion lorsque on porte une robe d'avocat. La robe d'avocat suffit, donc elles ont dû, pour pouvoir prêter serment, enlever leur voile. Une grosse croix sur la robe d'avocat, par exemple. Non, voilà. Donc ça a été. Non, je dis ça parce que ça concerne. Et ça a été, ça a été source aussi de
Réflexion intense. Mais tout ça, j'en reviens à ces problèmes de règles, parce que toujours avec ces étudiantes avec lesquelles je discutais, notamment celles qui sont voilées, je me dis, jusqu'en terminale, on n'a pas le droit de porter un voile, ça ne pose pas de problème. On nous dit pas de voile, on met pas de voile. À l'université, on nous dit vous pouvez mettre un voile, on met un voile. Je veux dire, si on leur disait pas de voile, il y a beaucoup mais si. Mais après, on peut admettre que chacun à l'université. Avec vous, Patrice, on admettrait tout. Alors. Voilà, de ces arguments. Non, à partir d'un certain âge, on a le droit de choisir ce à quoi on croit, ce à quoi on croit, bien sûr. Mais comment on se vêt et quand la tenue c'est quand même est la un liberté étendard. individuelle. Non, mais la liberté individuelle, elle joue aussi, elle compte aussi. Oui. Enfin bon, non, mais c'est le débat, hein. Et c'est pour ça que c'est permis à l'université. En revanche, les enseignants, eux, sont tenus à une laïcité très pas donner leurs opinions, notamment leurs opinions religieuses. Un mot, Joséphine Colbert-Berger, sur un sujet qui vous tient à cœur et qui est un peu, pas tout à fait lié, mais un peu lié, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a vous avez beaucoup de choses, notamment dans votre ville, notamment une maison des femmes. Oui, un café des femmes, maison des femmes, deux choses différentes, voilà, mais très complémentaires. Oui, alors le Café des femmes, ça permet de les réunir. Et de faire des formations avec des entreprises. De les remettre dans l'emploi, hein, c'est ça? C'est ça, avec le nôtre, entre autres, et L'Oréal, qui les accompagne sur, retrouver une image. Voilà, ça c'est le Café des femmes. Et la Maison des femmes Calypso, ça c'est encore autre chose. C'est encadré par des professionnels de la médecine, avec des sages-femmes, des psychologues, et puis aussi de l'art-thérapie. C'est une maison qui aujourd'hui va déménager puisqu'on est dans un local de l'hôpital de Plaisir, mais qui va aller aujourd'hui dans une grande maison prise en charge par le département des Yvelines. J'ai obtenu du département, et je remercie encore le président, 1,7 million pour refaire intégralement cette maison, pour accueillir des femmes qui viennent là en toute transparence et je veux dire liberté. On les accueille et elles sont entendues par des professionnels et je veux dire, tout est traité, hein, c'est-à-dire les problèmes de violence conjugale, le viol, l'excision, enfin bon, bref, tout ce qu'on peut imaginer. Et en l'espace de 2 ans, on a reçu des centaines de femmes déjà, sans publicité, sans rien. Le bouche à oreille, c'est fait, et elles viennent d'un peu partout. C'est la première maison des femmes du département des Yvelines. Et Madame Borne est venue nous voir et a dit qu'elle voulait en faire un dans chaque département. Donc moi, on pourrait être fiers d'avoir mis ça à Plaisir. Moi, j'avoue que je ne suis pas fière dans le sens où on en a besoin. Parce qu'il y en a besoin. Donc voilà, on aimerait qu'il n'en ait pas besoin. Oui, bien sûr. Oui. Et on a beaucoup de bénévolat aussi d'art-thérapie pour les accompagner, parce qu'elles peuvent revenir 2, 3, 4, 5 fois, tant qu'elles en ont besoin. Et elles sont encadrées aussi, hormis les professionnels de santé, par des personnes qui leur donnent un peu de bien-être. Donc oui, je suis très sensible à tous ces sujets-là, parce que je suis une femme, mais c'est important. Toujours très difficile à mesurer, mais que ces violences sont en train de régresser. Alors, c'est vrai qu'elles sont aussi mieux connues, parce qu'il y a plus de dénonciations qu'il y en avait probablement autrefois, donc on a l'impression que ça monte, mais est-ce que quand même il y a une prise de conscience ou pas, ou c'est encore long? C'est vrai que la parole est peut-être un peu plus simple. Libérée, je dis un peu plus simple, parce qu'il y a des femmes qui ne parlent pas. Oui, bien sûr. Il y a des femmes qui viennent dans mon bureau m'en parler à moi, qui ne feront pas la démarche d'y aller. Oui. Et c'est tout. Mais ce qui est vrai, c'est que ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le changement sociétal, des gens qui sont beaucoup plus à cran, beaucoup plus, je dirais, dans cette énergie assez négative des uns vis-à-vis des autres. Moi, je crois que c'est quelque chose qui monte actuellement. C'est pas quelque chose. Oui, il y a une information qui est beaucoup plus ouverte, mais je crois que ça ne se calme pas. Bien au contraire. Bien au contraire. Bien au contraire. Oui, parce que dans une situation compliquée, complexe de changement justement, et il y a des réactions très fortes et très violentes, par rapport à ça. Puis la justice, quand vous êtes dans cette situation-là, les hommes ou les femmes, enfin bref, souvent ce sont des hommes qui sont violents plus que des femmes, même s'il y en a, il y en a. Ouh là là, il y en a, je le sais. N'ont pas peur de la justice. Hein. Quand ils sont dans cette situation-là, ils s'en fichent royal. Hein. Je vais vous dire, c'est une fois qu'ils sont devant la police et devant qu'ils se rendent compte. mais sur le sur le moment,
oui, Ils bien sont sûr. pas en train de se dire, oula, attends, je vais pas lui Oui. mettre une baffe parce que sinon je vais me faire attraper. Non, non, c'est pas du tout leur problème. Hein. C'est vraiment quelque chose de très profond qui, malheureusement, à mon avis, ne se calme pas. D'après Geoffrey, ce vous que je vouliez vois. monter justement Alors, je pense que là, en ce moment, on est vraiment dans cette phase où les choses ne s'améliorent pas. Parce que on voit en réalité, mais effectivement, parce que la parole se libère, parce qu'on judiciarise, et c'est heureux, beaucoup plus ce type de comportement, on voit qu'on est plutôt dans un phénomène d'augmentation. En tout cas, dans la quantification, on est dans un phénomène d'augmentation. Il faut, je pense, laisser un petit peu le temps que la justice, ou en tout cas que les sanctions judiciaires qui découlent de ces comportements-là fassent son œuvre. Et je pense qu'on mesurera une décrue dans quelques années, où on verra qu'en réalité, effectivement, il y a eu une action judiciaire, il y a eu des sanctions qui ont été prises, et que sans doute que les personnes qui commettaient ce genre de fait, ou les enfants qui ont pu être exposés à ce genre de fait, pourront un petit peu réfléchir en disant, bon, je ne peux pas le faire ou le refaire, parce que là, je sais que si jamais j'ai ce comportement-là, assurément, il y aura la justice qui passera. Donc là, on est effectivement plus dans un phénomène d'augmentation. Fort heureusement, moi je trouve que votre action, et je vous le dis sans flagornerie, est absolument remarquable, puisque il faut effectivement, dans le cadre de violences faites aux femmes, qu'on puisse les accompagner sur beaucoup d'aspects, l'aspect professionnel, l'aspect sociologique, l'aspect psychologique, ce que la justice ne pouvait pas faire, puisque elle ne les accompagne que sur le plan judiciaire, et encore pas toujours parfaitement. Et donc je pense qu'on mesurera dans quelques années, lorsque les choses auront été vraiment instituées, un phénomène de décrue. Oui, il y a, Oui, il y a absolument. Il faut délai. le temps que ça infuse un petit peu. Alors peut-être suis-je un petit peu trop optimiste, mais je pense que vraiment on verra à un moment l'effet de toute cette action concernant les violences qui sont faites aux femmes. Je l'espère. On va peut-être passer. Alors, il y a quelques mots, quelques noms qui ont été les plus recherchés sur les internets, comme on dit. Il y a évidemment ChatGPT. Oui, tout le monde s'est demandé qu'est-ce que c'était cette intelligence artificielle. Il va falloir qu'on s'y habitue, non? Vous en servez pour les cours, par exemple? Non, non, non. Non. Vous avez des collègues qui... Je ne pense pas, parce que pour l'instant, il y a deux versions. Il y a la version gratuite, la version payante, Ah oui. et qui est plus étoffée. Alors, je ne sais pas non plus si les étudiants s'en servent. Et les étudiants, oui. Parce que je ça, c'est un vrai pense, problème. voilà, c'est hein. ça. Bien s'en servent, ouais. Mais Ouais, je oui. pense qu'on est capable quand même de voir De repérer. quand un discours est trop formaté, d'autant qu'on leur demande de réfléchir et d'avoir une vision, de s'impliquer, d'avoir une vision personnelle. Donc je pense que, toute pour les façon, définitions basiques, il y avait Internet, de toute façon ça ne changera pas. Le vrai problème dans Mais- l'enseignement, ça ne va pas être d'interdire, parce qu'on ne pourra pas interdire, ça va être de comment travailler avec l'intelligence Là, artificielle. c'est ça, Ça va c'est être de tout ça, bien hein. savoir utiliser l'outil, parce que Oui. déjà Internet a permis d'avoir tellement d'informations, et on se rend compte aujourd'hui, trop d'informations tue l'information, parce que finalement, quand on donne un sujet, il passe presque plus de temps à aller Oui, faire aller une recherche chercher. bibliographique voilà, qu'à monter le plan et qu'à réfléchir. Donc là, je pense qu'il devrait y avoir, on devrait peut-être faire des cours un peu plus précis sur l'utilisation, l'usage de ces nouveaux instruments. Après, certains vous diraient aussi à l'extrême que finalement celui qui use et qui utilise ChatGPT avec dextérité, s'il a une bonne note, bah, c'est tant mieux, parce que finalement c'est qu'il Oui, c'est qu'il a- voilà, il sait voilà. utiliser. Bah, Donc autrefois, on allait dans les bibliothèques pour chercher. voilà. Moi, ce que je demande Et- quelquefois, c'est qu'ils fassent un devoir en deux parties, une version avec ChatGPT et une version sans. Ah oui, ça, oui. Et ils voient bien la différence aussi. Donc voit, ça, ouais. c'est intéressant, parce qu'ils voient bien ce que ça apporte, ce que Ouais. ça n'apporte pas. Pour les- Et du coup, c'est assez Pour créatif. vos discours, non? Alors, Je mon sais qu'il y a directeur, des- il y a des élus qui s'en servent. mon directeur de cabinet, il est paniqué avec ça. Il m'a dit non, je ne veux pas m'en servir. Mais je sais que au niveau de la ville, la communication. Je donne un exemple Ouais. précis. Hier, on travaillait sur la couve du nouveau mensuel qui va sortir en janvier. Et donc, on avait un dessin et il manquait le bas du personnage. Ils ont utilisé l'intelligence artificielle. Ça a créé les jambes, nickel Ouais. chrome. Personne n'a rien vu. Et voilà. Normalement, on doit le préciser quand même. Ouais. Quand Oui, c'est- on doit le il dire. faut Ouais, vraiment. c'est on va le Ce qu'il dire. ne faut pas oublier, c'est que normalement. ChatGPT, c'est quelque chose qui nous vient des États-Unis. Donc nous arrive de travailler avec ChatGPT, notamment juste avant d'envoyer un bouquin à l'imprimerie, on redonne 15 lignes pour voir s'il n'y a pas une dernière faute d'orthographe quand on a un doute, Ah, ça, etc. c'est bien, ouais, c'est vrai. Alors pour ça, c'est très bien. C'est pour ça qu'on voit aussi si les étudiants travaillent avec ChatGPT ou pas. C'est Oui, il y a pas de faute. un devoir sans Il y a pas de faute d'orthographe. sans faute, c'est forcément ChatGPT. Donc ça, pour moi, c'est un signe. Mais sinon, ce qu'il y a, c'est que ChatGPT, c'est d'une mièvrerie. Et comme nous, on fait Oui, des polars, absolument. Moi, à chaque fois que j'ai essayé de- Alors, quand on dit, par exemple, De comme- chercher quelque chose, moi c'était Alors, consternant, quoi. chaque fois dans un dialogue, il y a un truand qui peut traiter une femme de connasse. Alors c'est
parce que le chat GPT tutoie l'interlocuteur. Donc il me dit, tu n'as pas le droit de traiter tel de connasse, ce terme est extrêmement injurieux, etc. Il suggère autre chose. Oui, il suggère autre chose. Tu es une femme peu intéressante. Je dis, oui, ça va être intéressant, ça va être bien. Le Québécois qui a eu le prix Médicis, je crois. Hein. Oui, il se vante. Oui, ça a été relu justement pour enlever tout. Bah oui, mais lui, parce qu'il fait ça plus des sensitivity readers, donc ça c'est juste dramatique. Quoi. En matière juridique, c'est un concurrent quand même. Alors, c'est une aide. D'ailleurs. Alors, selon moi, ça peut être effectivement un accompagnateur, une aide, j'en sais rien, puisqu'il y a quand même, malgré tout, vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais peu importe, je l'assume parfaitement. Je pense quand même qu'il y a un facteur humain qui est très important dans le cadre, du droit et de la pratique notamment d'avocat. Alors, ça dépend effectivement de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'une stricte mise en demeure ou est-ce qu'on parle d'une intervention orale dans le cadre d'une matière un peu plus spécifique comme le droit pénal, par exemple? On peut concevoir qu'effectivement, c'est un vrai assistant dans le cadre de choses assez basiques. Après, lorsque c'est un peu finalement comme sur la question de l'édition, de l'écriture de livres, lorsqu'on rentre dans des choses un peu plus il faut personnaliser. Technique, voilà, et qui nécessite un petit peu l'intervention de l'humain et de la sensibilité de l'humain. Là, ChatGPT montre ses limites. Mais c'est vrai que ça peut être un assistant, notamment pour des recherches de jurisprudence ou des choses comme ça. Et alors, quels sont les arrêts, etc. Voilà, avec quand même extrêmement... Mais vous avez déjà des instruments... Oui, on a déjà des instruments qui fonctionnent bien. On n'a pas attendu que ChatGPT vienne. Je vous avoue, je vais être parfaitement honnête, moi je n'ai jamais mis le nez sur ChatGPT. Jamais. Alors j'ai entendu un entretien très intéressant avec un type dont j'ai oublié le nom, mais un des créateurs de l'intelligence artificielle qui disait « Arrêtez tous de dire que l'intelligence artificielle crée quoi que ce soit. L'intelligence artificielle ne crée rien, elle ne fait que recracher avec plus ou moins de talent ceux qu'on lui a injectés. Mais il n'y a pas de création, il n'y a pas de plus. Il y a une nouvelle étape qui va permettre à l'intelligence artificielle de se nourrir elle-même. Lui dit que tout ça c'est pipeau et que ça ne sera toujours que mieux en mieux. Mais c'est la réinterprétation de tout ce qu'on a mis dedans. Donc, à l'origine, il y a l'homme. Voilà. Dans les personnalités recherchées aussi sur les internets, il y a évidemment Pierre Palmade. Et c'est vrai qu'il y a... Alors, j'ai un lien hier, le président de la République a parlé de Gérard Depardieu, et c'est vrai que... Peut-être qu'on peut faire un lien entre les deux, c'est-à-dire que comment les considérer? Est-ce qu'on les considère comme ce qui leur arrive à eux, en disant un peu c'est dramatique, c'est une chasse à l'homme, comme dit... Il y a quand même une différence notable, c'est que Pierre Palmade était au volant de la voiture, et il était drogué, donc il est coupable. Enfin, je veux dire, donc la messe est dite. Enfin, il est présumé pour l'instant. Oui, il était au volant, il le reconnaît. Donc voilà, on pourra difficilement... Non, mais c'est vrai qu'on peut effectivement lui opposer la présomption d'innocence, mais là, factuellement, il a reconnu les faits. Non, mais c'est vrai que elle s'applique peut-être de manière plus nuancée que Gérard Depardieu, qui lui les conteste. Ce que je veux dire par là, c'est que soit on peut considérer les faits qui leur arrivent du point de vue de ces personnes qui sont des stars et qui sont un peu déchues, soit du point de vue des victimes. C'est vrai que au-delà de ça, même c'est vrai que quand Emmanuel Macron parle de Gérard Depardieu, il ne considère que de son point de vue à lui, un peu moins peut-être malheureusement du côté des femmes mais heureusement parce qui ont porté plainte. Au-delà, il a été très brillant Macron là-dessus, enfin le président Macron sur Depardieu. D'abord intelligent et courageux, ce qui n'est pas toujours son maître mot dans la vie, mais ça a été quand même très bien. Et puis il faut quand même arriver à distinguer l'homme de l'artiste. Je veux dire, on est tous à adorer Céline, qui est une crapule avérée, et on adore ses livres. Et alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas continuer à dire que Depardieu, le plus grand comédien français depuis la guerre, et parce qu'il est supposé s'être mal conduit. Peut-être est-il mal conduit, la justice nous le dira, et j'ai tout à fait foi et confiance en la justice. Mais arrêtons, je veux dire, on peut continuer à adorer Gérard Depardieu, acteur. Moi, Gérard Depardieu n'est pas mon ami, je ne bois pas de bière avec lui, donc peu me chaud de ce qu'il a fait. Voilà, peut-être que ce qu'il faut extraire du discours d'hier du président Macron, c'est que sur ces domaines-là, il faut être un peu précautionneux. Dans le sens où on est allé très vite dans le déboulonnage de la statue de Gérard Depardieu. Peut-être faut-il laisser le temps judiciaire se faire, ce que vous disiez, Jean-Charles. C'est un peu les trois étapes qu'on connaît. Vous savez, je lèche, je lâche, je lynche. Oui, absolument.
Voilà, Absolument. Mais c'est exactement et ça. et à la fin, bon, laissons la justice faire. Si la justice détermine qu'il est responsable des faits qui lui sont reprochés, pour lesquels il est mis en examen, eh bien à ce moment-là, sans doute faudra-t-il enlever la statue de cire au musée Grévin, comme ça a déjà été entretenu. Et la Légion d'honneur. Voilà, et la Légion d'honneur. Bon, s'il ne l'est pas, effectivement, le fait d'avoir... si on enlève tout d'abord et qu'ensuite on laisse la justice faire, à la fin il ne reste plus rien. Si vous voulez, une fois que tout est terminé, quand bien même l'innocence est reconnue, si jamais on a tout enlevé, bon, on ne rétablit plus. Il y a un exemple. Alors sur la question de la précaution, il y a un exemple qui est récent et qui est particulièrement criant, c'est celui d'Éric Dupond-Moretti, dont on disait lorsqu'il a été renvoyé devant la Cour de justice de la République. Il est mort pour la politique. Voilà, qu'il devait Et là absolument. maintenant, on en parle comme un futur possible Premier ministre. Donc, dont on disait qu'il les fallait... choses vont vite. Hein. Voilà, les choses vont absolument vite et tout le monde criait qu'il devait démissionner parce qu'il était renvoyé devant la CJR. Il a dit: je ne démissionnerai pas, il y aura un procès si jamais je suis condamné, je démissionnerai si je suis relaxé. Eh bien, on dira que j'ai bien fait de ne pas démissionner. Force est de constater qu'il a bien fait de ne pas céder à ces sirènes-là et qu'il a bien fait de rester en poste. Alors, quel scandale ça aurait été si jamais il avait été renvoyé devant la CJR, qu'il avait démissionné et in fine relaxé. Mais toujours est-il qu'il n'aurait plus son poste de ministre de la Justice. Force aussi est de constater que l'opinion publique ne comprenait absolument rien au procès fait à Dupond-Moretti. Ça joue aussi beaucoup. Oui. Là, ce qu'on reproche à Depardieu, tout le monde a son avis. Très peu de gens ont un avis sur est-ce que Dupond-Moretti a fait ceci ou fait cela. La majorité des gens s'en foutaient. Sur l'effet meute, moi c'est ça qui me dérange. Oui. Ah oui, c'est ça qui me dérange. Oui. L'effet meute. Ah oui. C'est-à-dire que tout le monde s'y met et on est pas encore... les fémènes. Hein. Non. J'ai eu peur. J'ai eu peur aussi. Non, c'est ça qui est... Oui, c'est ça. C'est ça qui est dérangeant, je dirais, parce que finalement, ça trouble et ça crée, je dirais, une non-analyse de la situation. On est dans une espèce d'envahissement d'informations de tous les côtés. Où est-ce que nous, on se positionne et comment on réfléchit aujourd'hui ? Oui. Comment réfléchit-on ? C'est ça qui m'interpelle. C'est compliqué cette affaire. Justement, et vous avez raison, parce que en plus, tout le monde exprime son point de vue. Oui. Autrefois, tout le monde est avocat. Peut-être chez soi, voilà, mais là, tout le monde peut dire. Moi, je pense que le débat est totalement confisqué, parce qu'en fait, on en vient à dire Depardieu est un chic type ou Depardieu est une ordure. Le truc est probablement entre les deux. Quoi. Alors, pour terminer, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, on aurait pu parler d'Édouard Philippe et d'alopécie. L'alopécie est un mot qui est très recherché. On se demande, est-ce que c'est grave, pas grave, hein. C'est vrai qu'il y a du changement. Est-ce que c'est... Il a géré, moi je trouve qu'il a géré cette transformation physique et la sienne de manière remarquable. Oui, en tout cas, il a évacué, il savait très bien, on va être très clair, même si personne n'est oracle autour de cette table, Jean-Charles peut-être. Oui, mais pas à plein temps. Voilà. On se doute qu'il va être candidat à la présidentielle de 2027, sauf empêchement bien sûr. Et pour que justement ça ne vienne pas parasiter toutes ces choses-là et que les gens ne soient pas étonnés par cette transformation physique, il a purgé le débat bien en amont. Et après, on lui reprochera quand même, forcément, il y a des gens mal intentionnés qui lui reprocheront ce physique de nain de jardin et qui ne va pas... ça va être difficile. Je crois qu'il a eu le prix de l'humour politique. Exactement, il a très bien géré, c'est qu'il a aussi eu le prix de l'humour politique en disant... Si c'est un concours de beauté, oui, j'ai des contre-exemples. Donc effectivement, je trouve qu'il on est bien sorti, vraiment. De manière remarquable. On va, pour terminer, alors assez rapidement malheureusement, mais un peu 2024 quand même. Alors, j'ai relevé un tweet de Marc-Antoine Jammet, c'est le numéro 2 ou 3 de LVMH, c'est le fils de journaliste Dominique Jammet. Et là, il dit 2024, Macron dissout énorme Bardella à Matignon, la Russie bat l'Ukraine et envahit la Moldavie, l'Iran, la Syrie et le Liban attaquent Israël, Donald Trump gagne les élections aux États-Unis, les Pays-Bas sortent de l'Europe et la prochaine COP se déroulera en Azerbaïdjan. C'est vrai que c'est la vision du pire, ça pourrait arriver, la victoire de Trump notamment. La victoire de Trump pour l'instant, enfin, un an des élections, mais il est vrai que dans de nombreux sondages, il y a des synthèses de sondages, parce qu'on ne prend pas un sondage, on essaie de les regarder de façon un peu au fil de l'eau en les accumulant. Il est souvent en tête vis-à-vis de Biden, donc il a ses chances. Après, je ne suis même pas sûr que les empêchements judiciaires ne l'empêchent de...
dangereux parce qu'aux États-Unis, la On peut réglementation y dire étant quelqu'un ce qu'elle qui est en est. prison. Hein. Voilà, on peut Oui, lui mais dire, il y a- voilà, il y a- même derrière les barreaux. Il y a un Et je État pense qui que vient de lui interdire de se Non, présenter. Absolument. non, Il il a- ne lui a pas interdit de se présenter. C'est C'est la le Cour. Colorado, c'est la Ouais. Cour suprême du La Colorado Cour suprême du Colorado. qui a voté à 4 contre 3. Donc déjà, c'est ça, assez c'est- fin. Colorado Il ne pourra pas démocrate. participer aux Et, primaires. apparemment, bien sûr, il y a un recours vis-à-vis de la Cour suprême des États-Unis. Donc le Colorado a mis ça suspensif jusqu'au début janvier. Et de surcroît, il semblerait quand même que dans la section 3 de l'amendement, du 14e amendement, ça ne peut pas s'opposer à un président. Donc ce qu'on lui reproche ne peut pas s'opposer à un président, même s'il s'agit quand même des émeutes et de quelque chose de dramatique. Mais apparemment, il pourrait en sortir par deux chemins. Donc je pense que d'autres États avaient essayé de le faire sans aller au bout. Là, ça fait la une de tous les journaux. De toute façon, toutes les matinales ont ouvert là-dessus. Et on sait que de toute façon, il n'y aura pas... Mais c'est un des risques, enfin, à mon avis, je dis risque. C'est une possibilité, c'est une 2024. probabilité. C'est une possibilité, en tout cas. On se demande même si finalement les échéances judiciaires de Trump ne le servent pas. Ah bah Oui, dans- bien sûr. dans C'est cette- quoi, dans certains électorats. Voilà, Ça s'appelle exactement. la prime Ah ouais. casserole. Alors, plus C'est proche la de prime nous, il y a- casserole. Absolument. Proche de nous, il y aura les Jeux Olympiques, Oui. qui seront importants dans le département et à Saint-Quentin. On a appris hier qu'au fond, finalement, les places partaient pas si vite que ça. Oui, mais c'était sur les Jeux paralympiques. Oui, c'est le Jeu Voilà, paralympique. non, ça mais- part très bien sur les Jeux Olympiques, classiques. d'accord. C'est les places pour les Jeux paralympiques qui partent très Ce qui est mal. dommage parce Voilà. que c'est des épreuves absolument formidables. Oui, Vraiment. absolument. Mais là, Ça va être un beau vous êtes moment. confiante ou pas? Oui. Confiante Pour sur le quoi JO? Ah ben oui, Oui, il faut. Saint-Quentin-en-Yvelines, on s'y prépare Oui. depuis des années et c'est vrai qu'on est un lieu quand même où il va y Oui, ça avoir va pas être mal de une grande compétitions fête, là, oui. sur notre territoire, donc on est ravis. C'est un coût, il faut quand même le dire, un coût assez important, mais en même temps on n'a pas ça tous les jours, donc ça a été un Après, effort il y avait qui a des été choisi. équipements comme le vélodrome. Exactement, Il y on a, a il y a des un existait truc déjà. sur lequel on peut avoir quelques Économiquement doutes. parlant, c'est C'est intéressant. sur les épreuves Et à dans long la terme. Seine, quand même. Tout à Très fait. long terme. Tout à Parce fait. que, Ben, il y a les questions de la sécurité aussi. pour dire un qui truc sont très importantes appétissant, dans la Seine, en fait, ils craignent ce qu'on appelle les flottants. Et les flottants, en fait, ce sont les étrons qui arrivent à l'air libre. Et Voilà. pour l'instant, Et il y a un pour vrai, l'instant, non, mais il y a un ils ont- vrai problème de flottants, je vous assure, c'est tout à fait Mais sérieux dans la Seine. Donc les gens sont un Mais peu pour l'instant, mitigés à l'idée de... Non, mais il suffit qu'un égout Les études n'ont déborde pas et hop. montré que c'était possible Oui, pour oui. l'instant. Non, mais c'est possible s'il pleut pas, s'il n'y a Ouais. pas un égout qui est crevé, etc. Donc voilà, ça va être compliqué. Un dernier mot, Véronique Jérôme, malheureusement très rapidement. L'inflation, c'est la fin ou c'est... Mais ça ne peut pas être la fin, ça ralentit, mais on était le bon élève en 2023, on est le mauvais de l'Europe maintenant parce qu'on est à 3,9 en indice corrigé et harmonisé pour l'Europe. L'Europe est à 2,4 en moyenne, donc il est vrai qu'on a un peu de retard. La ça baisse croissance quand n'est même. La tendance est à la baisse. Ça stagne. la hausse des prix ralentit. Donc on aura toujours une hausse des prix à 3,5%, un objectif un peu mieux d'ici la fin du quinquennat. Mais l'inflation, il y a tous les éléments qui peuvent l'expliquer, c'est la baisse de pouvoir d'achat, c'est est-ce qu'on augmente suffisamment les salaires, on a augmenté 7 fois le SMIC, il y a des raccourcissements d'écart entre les bas salaires et le SMIC, donc là c'est une question, c'est le pouvoir d'achat soutient la consommation, si ça soutient la consommation, ça dope la croissance alimente de la consommation, donc là on pourrait avoir des perspectives un peu mieux orientées, a priori c'est quand même pas le cas, il n'y a que le gouvernement qui est optimiste sur la croissance à 1 et quelques pourcents, la convergence des économistes est plutôt en dessous de 1%, 0,8%. Donc les perspectives aussi sur le déficit, sur la dette. Et puis il y a l'Europe qui a revu les caractéristiques, enfin les critères de Maastricht, Oui. où la France n'a pas eu vraiment trop son mot à dire et où on va, mais là encore, c'est Sur un le peu... déficit, alors. Voilà, c'est sur le déficit et sur l'engagement à réduire le déficit. Alors selon qu'on est dans la phase correction, parce que nous on est dans le correctif puisqu'on a déjà eu des procédures de déficit excessif, et il y a la phase de correction et il y aura la phase de prévention. C'est là où il peut y avoir du bien, parce que si on passe dans la prévention, ça voudra dire qu'on a fait des efforts. Restons confiants. Elle est un petit dédé de cadeau, la bête du Gévaudan. Voilà, non, la bête des Vosges. Des Vosges. La bête des Vosges, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup Oui. plus... C'est plus récent. C'est plus récent, c'est récent. plus moderne, c'est plus actuel. C'est quasiment un conte de Noël, puisque ça se passe dans les Vosges. Il y a de la neige, il y a un beau château, il y a des verreries style Baccarat, il y a des cristalleries, etc. Donc c'est vraiment idéal. Puis c'est écrit par deux personnes, dont Daniel Donc Thierry, Daniel qui est Thierry et une Michel grande flic. Wisniewski, mais oui, voilà. qui est grande flic. Voilà. Et c'est aux éditions La Joanie.
Absolument. Et Et sans l'inflation, nous, on a assumé le coût du papier. Pour Tous 19 les livres euros. n'ont pas augmenté. Hein. 19 euros. Ça a toujours été 19 euros, nous, les grands formats. C'est courageux. Bah oui. Beau cadeau. C'est un beau cadeau, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Bonne fête à tous. Et puis, Oui, bonne Bonne fête. fête. j'espère vous retrouver Joyeux Noël. très vite. Joyeux Noël, si vous voulez. Joyeux Noël. Voilà, Joyeux Noël. Noël. Voilà, ouais, quand même. Oui, oui. Une publicité qui dit, celui qui dit Noyeux Joël, il sort tout de suite. Merci beaucoup.